Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'une des tragédies les plus horribles ayant marqué l'histoire du Cameroun de la fin des années 50. Il s'agit de revenir sur la guerre menée notamment à partir de 1955 par la France au maquis insurrectionnel de l'Union des populations du Cameroun, qualifiée d'ailleurs de Viet Minh camerounais. Cette guerre est menée surtout pour défendre le régime pro-français du président Amadou Ahidjo. La campagne sanglante débute en fait en 1957 sous la houlette du haut commissaire de la République du Cameroun, Pierre Messmer. Elle sera ensuite prise en charge par Monsieur Afrique de l'Élysée, à savoir Jacques Foccart. 5000 soldats sont alors mobilisés dans la fameuse zone de pacification de la Sanaga maritime Zopak, zone d'exception militaire. La Zopak sera marquée par des crimes ignobles. Les militants de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, seront traqués, torturés et assassinés. En fait, tous les ennemis d'Ahidjo sont pourchassés et exécutés. Le secrétaire général de l'UPC, Ruben Niob, est aussi assassiné par une patrouille franco-africaine en septembre 1958. Après la mort d'Niob, une armée de libération nationale du Cameroun, l'ANLK, est refondée. Elle va poursuivre les combats après la proclamation de l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. L'insurrection se propage du sud vers l'ouest du pays. Ainsi, avec l'aval de Paris, les militaires français reprennent l'offensive. Bombardements, villages rasés et incendiés, déplacements massifs de population, torture. Les méthodes étaient expéditives. Un lourd bilan. On parle d'au moins 100 000 hommes, 100 000 victimes, peut-être plus. Un bilan impossible à chiffrer jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir sur cette guerre que la France a menée au Cameroun entre 1955 et 1972, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Adiara Sogodougou, Mzhor Al-Ahyani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Adiara, pour rappeler que ce grand pays qui est le Cameroun, ce pays africain, était au début du XXe siècle une colonie allemande. Oui. Le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été toujours connu ainsi. Il faut savoir qu'au début au XXIe siècle, comme vous avez dit, le Cameroun était sous la colonisation allemande. Et après, il y avait la guerre mondiale et tout. Et petit à petit, elle se retrouvait avec la France qui l'a repris aux mains allemandes. Donc, elle est devenue une propriété française, je dirais. Si je peux compléter sur Oui, ce Samuel, qu'Adiara a oui. pu dire, il faut préciser que ce n'était pas seulement une colonie française, mais il faut aussi préciser que c'était aussi une colonie britannique, parce que c'est deux pays en fait qui ont pris le Cameroun après l'Allemagne. Parce 1916, oui. Après 1916, donc c'était une fois, c'était la France et le Royaume-Uni. Donc c'est ces deux qui se sont partagés ont été le Cameroun, si je peux compléter ce que Adira était en train de dire.
Après, moi, je vais aller pour la suite, je vais continuer. Donc, c'était une colonie française et partagée avec le Royaume-Uni également. Je peux vous donner les chiffres, le partage. Oui. C'est-à-dire, ça devient un gâteau. Parce que les Anglais avaient pris plus exactement 84 000 km² du territoire camerounais et la France un peu plus de 440 000 km² du territoire camerounais. Voilà donc un petit peu pour mettre les auditeurs dans... Oui. Et après ça, le peuple camerounais tout à fait... Alors, il avait marre, donc en 1948, ils ont créé l'UPC qui a demandé l'indépendance du Cameroun, l'indépendance totale du Cameroun. Donc c'est le premier parti qui a demandé ouvertement une indépendance totale et surtout réelle. Donc le mot était, l'adjectif est important, une indépendance réelle. Oui, vous voulez rajouter quelque chose à dire? Parce qu'en fait, il y avait plusieurs tentatives, soi-disant, ou bien des illusions qu'il y avait l'indépendance, que le peuple camerounais était indépendant, alors que c'était juste une illusion, c'était pas au sens réel. Donc désormais, le peuple camerounais et notamment le secrétaire général de l'UPC, l'un des fondateurs, je dirais, il réclame la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil du gouvernement et d'une assemblée avec le pouvoir législatif. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'entrée en vigueur de l'indépendance du Cameroun. Samuel. Du peuple camerounais, je veux dire. Oui, on va voir qu'il y a eu des acteurs qui sont clés, par exemple, l'un des fondateurs, Robert Nyombe, qui était motivé par une indépendance réelle, comme on peut dire le mot réel. Je pense même Mesura va parler de son lorsqu'il a participé en 1952, je pense Mesura va ajouter. Robert Nyombe, avant d'arriver vers sa mort, parce que je sais très bien, parce que tout à l'heure il était en train de me parler un peu sur ça, donc je pense qu'elle va ajouter quelque chose sur ça. Alors le rôle de ce leader, parce que alors il va y avoir un leader, à la fois il était politique et militaire en même temps, mais il y a eu également un autre leader, Félix Nyombe. Nous allons évoquer un petit peu, parce que pendant ces années, donc au début des années 50, Moumié a effectué donc une tournée, notamment en Chine, qu'il avait en Chine, et à son retour, il avait une toute autre conception de cette lutte, et il a jugé utile de passer à une offensive armée, d'accord? Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'attaquer à des symbole de la colonisation, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est en 1955 aussi qu'il y a eu la montée de l'UPC avec le leader Félix Moumié et aussi Nyombe. Donc c'était en 1955 et c'est là où la guerre a commencé. En 1955, la montée en puissance, et puis en 1958, on a tué... Alors, en 1955, c'était la 4e République. Donc, même la France a adopté un statut particulier donc à cette colonie parce qu'il voulait lâcher un peu du lest pour calmer un petit peu la situation, et c'est comme ça qu'ils vont nommer tout d'abord donc un haut commissaire chargé de l'administration, de la monnaie, de la diplomatie et de l'armée. Donc c'est les secteurs de souveraineté qui ont été pris en charge par ce haut commissaire, et sa principale tâche, c'était également de protéger les plantations de cacao et de café. Donc voilà, donc le fameux commissaire s'appelle Pierre Mesmer, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Le premier commissaire, c'était Pierre Mesmer. Et l'administration coloniale aussi a beaucoup lutté pour écraser l'UPC. Mais toujours, ils ont continué. Même après qu'ils ont assassiné Nyombe. En 58. Oui, en 58. Mais quand même, ils ont continué. Après, même en 58, en 1960, ils ont le service secret français. Ils ont empoisonné Félix. Avant, parce que, alors... Non,
on va revenir à 1958, parce que 58 n'est pas venu, parce que la répression de 1958, c'était pas tombé du ciel, parce que les Français, au même moment, avec l'émergence de l'UPC, on a favorisé ce qu'on appelle des figures de la petite bourgeoisie locale, acquises à l'administration coloniale, avec laquelle elle va mener des négociations, d'accord, en vue justement d'une indépendance, mais une indépendance dans le cadre de la dépendance, c'est-à-dire c'est le plan de Gaulle, on est en 1958. Oui, justement, et le fait de choisir des personnes, je vais dire des ressortissants autochtones de la région, pour contrecarrer surtout la lutte de l'UPC. C'était un sabotage en fait. Donc c'est comme si l'UPC est là pour déstabiliser. C'est lui on va dire le malfrat. Donc les gens qui ont été choisis, c'est à eux maintenant, avec l'ordre de la France et du colon, de s'imposer et de faire croire au peuple surtout que c'est le fait de suivre ces personnes choisies par la France que c'était la bonne voie. Si je peux ajouter, en fait, on peut parler déjà, comme on a parlé de son leader, l'un de ses leaders, Ben Yombe. C'est à partir de 1958, si je ne me trompe pas. Après, ça marque qui va marquer un tournant dans le conflit qui va maintenant arriver jusqu'à la déclaration de la guerre qui a eu lieu en 1960. Parce que d'une part, comme on va remarquer, c'est certaines personnes qui ont commencé à gêner certains intérêts français qui étaient là à travers l'UPC, avec ces acteurs comme Robben Nyombe, pardon si les Camerounais m'entendent, si j'ai mal prononcé le nom, Robben Nyombe et Félix Moumnier, vers 1960, parce que tellement que eux ils voulaient cette indépendance qui est réelle, que ça a tellement gêné qu'ils ont mis certaines stratégies, parce que là on va voir que c'était en 1958 que déjà Robben Nyombe va être tué par les services secrets français, mais selon les rapports officiels soi-disant. Parce qu'on lui a tiré dans le dos, donc le leader de l'UPC, c'était dans la jungle donc du Cameroun. On a maquillé ça en un accrochage, alors que il y avait donc c'était des barbouzes. Juste pour souligner aussi un point, il n'a pas été assassiné ou bien tué dans son dos, parce qu'on a même humilié en traînant son corps dans différents villages et villes pour rester dans cette manipulation-là. Il a été tué pour l'exemple. Voilà, quiconque ose se rebeller contre les colons ou bien les pro-français, c'est le même sort qui leur réserve. Donc ça reste pour moi une manipulation même psychique, et ça a traumatisé d'autres personnes. Alors, Mzoura, oui. Oui, effectivement. Après même, ils ont, comme il a dit Samuel, inventé des solutions pour continuer à manipuler le peuple, tout en donnant des fausses indépendances au peuple. Et le Cameroun, c'était comme un laboratoire de la France-Afrique. Ils ont donné la fausse indépendance au Cameroun après avoir désigné leur héritage. Les Français, ils ont désigné leur héritage qui était Amadou Ahidjo, qui était élu. C'est imposé par Paris. Voilà. C'est le président. C'est les Français qui l'ont mis juste pour compléter, moi j'aimerais revenir sur une citation de l'un des présidents qui connaît réellement la France. C'est Omar Bongo. Moi je me répondu sur une de ces citations. Il avait dit: il n'y a pas de politique africaine de la France. Il n'y a que des hommes en France qui font de la politique avec l'Afrique. Pour revenir un peu sur cette situation, on va remarquer que à part quand il y a eu la mort de Nyombe, si je prononce bien parce que moi son nom me complique un peu, la mort de Nyombe en 1958, on va voir que Félix a continué, Félix Moumnier. Mais on va remarquer que même Félix Moumnier, qui était resté le leader de l'UPC, lui aussi va être assassiné à Genève. Là, c'est le procédé des barbouzes. Donc, c'est les services, c'est la section, c'est le service action, donc du STES,
qui va donc opérer, commettre ce crime pour le gouvernement soi-disant donc néocolonialiste d'Ahidjo. Et là, on l'a piégé donc à Genève. C'était donc soi-disant un journaliste d'une 60aine d'années, alors que c'était un ancien agent secret français qui l'invite. Et il l'a empoisonné avec du thallium. Il a versé donc du thallium dans sa boisson. Voilà. Donc Félix Moumié est mort. Or, nous savons que le 1er janvier 1960, il y avait, soi-disant, une déclaration d'indépendance officielle du Cameroun. Une fausse indépendance. Donc la guerre ne va pas s'arrêter. Au contraire, elle va reprendre de plus belle et la France va mobiliser plusieurs militaires pour mener cette guerre. Une guerre qui reste jusqu'à aujourd'hui un tabou en France. Même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de guerre menée au Cameroun, on parle d'opérations de maintien de l'ordre, on parle d'une guerre interethnique, mais jamais une guerre menée par la France au peuple camerounais. Oui, Adira, vous voulez dire c'est une guerre déguisée en maintien de l'ordre. Oui, on rejette la faute aux dirigeants, on rejette la faute aux différentes populations qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à s'attendre, mais il y a la main invisible qui est là, elle manipule, elle dirige. Pour moi, ça reste ça. Oui, en fait, les Français, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient quand même continuer d'avoir leur approvisionnement donc de matières premières, etc. Donc, pour faire simple, c'est désigner un héritier sans le montrer. Donc, continuer à gérer le pays. Et comme si vous voulez l'indépendance, donc ils ont mis leur héritier. Et leur héritier, après, il a mis Paul Biya. Il avait préparé sa succession. Donc, oui, mais il faut juste comprendre aussi. C'est normal parce que les autorités français, dès qu'ils étaient inquiétés par la montée de l'UPC, donc ils devaient réagir. Parce qu'on a vu qu'ils ont réagi d'une façon barbare. Parce que si on regarde très bien, on parle des exécutions sommaires, des arrestations massives, des villages incendiés, des villages incendiés, des milliers de morts. Ça montre à quel point on peut pas. Ils savaient qu'il allait pas arriver à continuer de cette manière parce que déjà ils avaient perdu l'Indochine et puis l'Algérie où c'était en guerre. Donc pour faire simple, c'est donner une fausse indépendance et faire semblant. Donc réagir, c'était pour réagir et protéger ses intérêts parce qu'il faut comprendre que tout ce qui compte là, c'est les intérêts de la France qui étaient en jeu. C'est-à-dire qu'ils devaient faire tout pour garder les intérêts de la France au détriment de la vie des autres êtres humains. Parce que là, on vient de voir même qu'on vient d'en parler. Et c'est là où ils vont même nommer le président, le premier président du Cameroun qui est Amadou Ahidjo. En réalité, c'est un homme qui a été mis pour sauvegarder les intérêts de la France. Même qu'il va encore assurer sa succession, quand on va le voir après, il a assuré sa succession jusqu'à présent avec le président actuel. Au lieu de donner l'indépendance à l'UPC, ils ont désigné Amadou Ahidjo comme président. Ce qu'ils n'ont pas compris avec l'UPC, c'est que l'UPC, les membres de l'UPC, ils avaient leur combat nationaliste. Pour eux, c'était un état d'esprit. Peu importe que le président ou bien le premier secrétaire soit tué, la partie a continué à exister et c'était des personnes on ne pouvait pas les corrompre. C'était pas à travers des menaces ou bien en tuant même leurs familles, leurs proches et tout qu'ils allaient faire qu'ils vont reculer. Parce qu'après tout ça, la partie a continué à exister et tout. Et pour la France, c'est toujours, Samuel l'a dit, je pense, avant, il faut qu'il garde cette mode de vie. On n'est plus haut, c'est nous les intellos, c'est nous qui savent tout faire et tout. D'ailleurs, le fameux écrivain Mongo Betty, donc camerounais, le célèbre écrivain, avait consacré un essai en 1972 donc, à cette sale guerre que la France a menée. Notamment après cette déclaration d'indépendance de 1960, c'était une véritable sale guerre qu'elle a menée, une guerre à huis clos. Donc on tuait les Camerounais à huis clos. Mongo Betty l'a consacré à un essai intitulé Mambas sur le Cameroun, et son livre, lorsqu'il l'a publié, il a été interdit en France. Donc on est en 1972, c'est un livre censuré parce que il avait essayé de rétablir, d'éclairer l'opinion internationale des enjeux
de cette guerre au Cameroun et d'expliquer le projet, notamment ouvertement de l'Union des populations du Cameroun. Oui, parce que c'est normal. Vous savez, c'est pour ça, moi, j'étais en train de rigoler parce que je me rappelle d'une phrase, je pense que tout le monde connaît cette phrase mythique d'Oufid Boigny, où il avait dit entre la France et l'Afrique, c'est une vieille histoire d'amour qui ne peut pas être facilement démontée. Mais malgré tout ça, et on voit qu'il y a toujours des êtres, des hommes qui sont là en train d'essayer de démonter et d'éclairer la population mondiale en disant il y a des actes qui ont été faits et je pense même c'est le but même de l'émission en disant il y a des actes qui ont été faits et à travers les actes qui ont été faits, il faut que certaines choses puissent changer parce que nous en tant qu'Africains, on doit relater les faits qui se sont passés pour éviter que les mêmes faits puissent se répéter. Exactement. Parce que le but à travers tout ça, parce que si on regarde avec ces acteurs de l'UPC, avec Nyobé ou Félix, c'est des êtres humains qui avaient qu'un seul désir, le désir qui était là, c'est-à-dire que nous voulons l'indépendance réelle de notre pays. Et pourquoi? Pour le développement de notre pays. Parce qu'ils étaient fatigués de cette joug coloniale qui était là en train avec une main mise pour leurs intérêts. Parce qu'on ne peut pas ne pas le remarquer que lorsque les colons sont là, c'est pour leurs intérêts au détriment de l'intérêt de la population sur place. Ils sont prêts à massacrer comme on a pu le voir. Il y a des arrestations massives, des exécutions, etc. Des déplacements de la population. Des villages incendiés, etc. pour l'intérêt de la France qui est là. Donc l'importance est que nous, en tant qu'Africains, nous devons relater les faits et éviter que certaines choses puissent se répéter. Et surtout, le but aussi, je pense, de l'émission, même en tant qu'Africain, c'est de mettre aussi en avant ou bien d'éclairer ce côté qui a été falsifié, modifié. Par exemple, quand on prend le nombre au temps des Unyumbe, il y avait une manifestation des fonctionnaires qui réclamaient à être payés une hausse des prix, la création d'une cantine et tout. Le rapport que la France avait donné, c'était 8 morts et une dizaine de blessés, alors qu'il y avait eu des centaines de morts et des milliers de blessés. Donc, c'est aussi en tant qu'Africain de mettre en lumière ces zones d'ombre pour ne pas répéter ce qui s'est passé. Mais aussi cette guerre qu'on peut dire même la France, c'est resté inavoué. Genre, elle parle jamais. C'est un tabou. Ça reste un tabou. Elle ne le reconnaît pas en fait. Oui, ça reste une preuve du système de France-Afrique qui reste jusqu'aujourd'hui. Donc, système France-Afrique, et d'ailleurs, c'est toutes les anciennes puissances coloniales qui avaient pratiquement la même stratégie. Elles avaient toutes la même stratégie qui consiste à lâcher du lest, mais pas accorder des indépendances réelles comme le réclamaient les peuples d'Afrique. Et nous l'avons vérifié, c'était le cas au Kenya, c'était le cas au Tchad, c'était le cas au Niger, c'était le cas en Côte d'Ivoire et un peu partout donc où les anciennes puissances coloniales faisaient tout pour garder leur intérêt et surtout évoquer cette notion de zone d'influence, parce que c'est ça, n'est-ce pas, Samuel? Exactement, parce que c'est là où nous, en tant qu'Africains, on doit comprendre une chose. Les gens peuvent être choqués, mais moi, j'aime le dire en disant, il ne faut pas être si naïf que ça en pensant qu'une personne peut laisser la patte de là où il trouve quelque chose ou grignoter. C'est impossible. Donc, à chaque fois, on a remarqué, comme on a pu le dire, ils vont toujours imposer leur intérêt au détriment des intérêts des autres populations. Pourquoi? Parce que en sachant très bien que c'est une zone d'influence, ils devaient faire en sorte et imposer leur influence sur ces régions-là. Et on a remarqué qu'à chaque fois, il y a toujours cette politique qui est là, la France-Afrique, cette politique qui est là. C'était une politique de toujours mettre des dirigeants qui vont promouvoir l'intérêt principal de la France au détriment de l'intérêt de la population. Alors, et cet intérêt-là, il faut savoir qu'elle est répartie dans différents niveaux. Ça peut être sur le plan militaire, économique, politique et tout. Pour des intérêts au détriment des peuples. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ils sont obligés de se placer un petit peu partout dans la société pour pouvoir continuer cette influence et à garder leur train de vie
influencés, soi-disant qu'ils sont des pays influents. Voilà. Zora, donc cette guerre a fait des milliers de morts. On n'a pas encore le chiffre. Oui, on n'a pas le chiffre exact, mais on sait que c'est des milliers de morts. C'est des milliers. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont massacré le peuple camerounais était toujours massacré. Un dernier mot. Moi, j'aimerais rebondir sur une phrase de Thomas Sankara que j'aime beaucoup. Oui. Il avait dit l'homme nouveau africain qui émerge ici ne peut pas avancer si les fils de l'Afrique ne sont pas libérés de la domination étrangère. Ce qui montre en disant que le combat est toujours là, il faut que nous délibérons réellement, parce que en regardant le combat qui était des Nyombe, le combat qui était des Félix qui voulaient une indépendance réelle, même actuellement, nous, en tant qu'Africains, nous nous battons pour ça parce que nous voulons vraiment une dépendance réelle de nos populations pour avancer, parce que c'est à travers une indépendance réelle que nous allons développer, parce que nous voulons une liberté de la population africaine. Oui, Adia. Oui, moi, j'ai le message que je passe aux Africains, c'est de prendre conscience que la France a des systèmes. Et principalement, le système qui marche le mieux, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, ne nous laissons pas dans ce système-là. C'est bon, maintenant, on est au XXIe siècle, on est développé, l'Afrique a tout. C'est à nous de développer nos potentialités et de le mettre en avant, je veux dire. Et l'Afrique reviendra aux Africains. L'Afrique reviendra aux Africains, mais il faut peut-être déjà venir à bout de ce système que vous évoquez, le système France-Afrique, un système qui est considéré comme un système confusionnel. Donc nous allons donc la semaine prochaine revenir sur le fonctionnement de ce système en Afrique. D'ici là, je vous souhaite donc une agréable journée sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je tiens à vous remercier donc Samuel Akizimana, Mezhor El-Hayani et Adiara Sogodogo. Donc je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Ifriqiya FM. À la semaine prochaine.